Le mois de juillet 1772 pesait sur Marseille comme une malédiction divine. Les ruelles pavées de la vieille ville exhalaient une chaleur moite qui collait à la peau tel un linceul invisible, et les parfums d'épices du port se mêlaient aux relents d'urine et de sueur humaine. Dans les quartiers aristocratiques perchés sur les collines, loin de l'agitation populaire du vieux port, se dressait la demeure du comte Philippe de Vallerand, une bâtisse aux pierres blanches, noircie par le temps et les secrets. Philippe de Vallerand n'était pas un homme ordinaire, même parmi l'aristocratie provençale. À 35 ans, il possédait cette beauté glaciale qui caractérisait les nobles de son époque. Traits fins, ciselés par des générations de sang pur, cheveux poudrés toujours impeccables et surtout ses yeux d'un bleu si pâle qu'il semblait dépourvu d'âme. Sa réputation dans les salons marseillais oscillait entre fascination et répulsion. Les dames de la haute société chuchotaient sur son compte, derrière leurs éventails, évoquant des histoires de servantes disparues, de paris cruels et de plaisirs inavouables. Ce soir-là, les chandelles de cire fine illuminaient le salon principal de sa demeure, d'une lumière tremblotante. Les murs lambrissés de chênes sombres semblaient absorber les rires gras et les conversations libertines de ses invités. Philippe avait convié ce qu'il appelait ironiquement ses « frères d'armes », le vicomte Henri de Montclerc, un homme bedonnant aux joues rougeaudes perpétuellement tachées de vin, le chevalier Édouard de Beaumont, plus jeune et ambitieux, dont les dettes de jeu le rendaient particulièrement malléable. Et enfin, Augustin de Rocheville, un quinquagénaire au regard vicieux qui collectionnait les scandales comme d'autres collectionnent les tableaux. « Mes chers amis », déclara Philippe en levant son verre de Bordeaux millésimé, sa voix traînante, portant cet accent provençal aristocratique qui transformait chaque mot en velours empoisonné. « Permettez-moi de vous proposer un divertissement digne de notre rang. » L'atmosphère se tendit imperceptiblement. Henri de Montclerc s'essuya la bouche d'un geste nerveux, tandis qu'Édouard de Beaumont se penchait en avant, ses yeux brillants d'une curiosité malsaine. Augustin, lui, arborait déjà ce sourire cruel qui ne le quittait jamais lors des soirées de Philippe. « Vous connaissez tous ma réputation, » poursuivit Philippe, en arpentant lentement la pièce, ses pas étouffés par le tapis persan. « Mais ce soir, je vous propose de la dépasser. Une gageure qui marquera à jamais nos mémoires et établira définitivement qui parmi nous possède la véritable noblesse d'esprit. » Il s'arrêta devant la cheminée de marbre noir, se retournant théâtralement face à son auditoire. La lueur des flammes dansait sur son visage, creusant ses traits et lui donnant une allure diabolique. « Je parie 1000 livres, » annonça-t-il d'une voix posée, « que je peux briser complètement l'esprit de Margot Dubois, cette truie corpulente qui ose servir dans ma demeure, et la transformer en une créature parfaitement soumise à mes désirs. » Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Henri de Montclerc déglutit bruyamment, ses yeux ronds trahissant un mélange d'excitation et d'inquiétude. Tous connaissaient Margot Dubois, la cuisinière de Philippe. Cette femme d'une quarantaine d'années, aux formes généreuses et au caractère bien trempé, était réputée pour sa langue acérée et son refus catérique de s'abaisser devant quiconque, noble ou roturier. « Philippe », murmura Henri d'une voix hésitante, « cette femme n'est pas comme les autres servantes. Elle a du caractère et... » « Précisément !» s'exclama Philippe, ses yeux brillants d'une lueur maniaque. « N'importe quel sot peut soumettre une soubrette apeurée. Mais dominer une femme de trempe, voilà le véritable défi. Et j'ai justement préparé quelque chose de spécial pour l'occasion. » Il se dirigea vers un secrétaire en marqueterie et en tira une petite fiole de cristal contenant un liquide ambré. Un mélange subtil d'opium du Levant, de jusquiam et de quelques herbes de ma composition. Rien de mortel, rassurez-vous, mais suffisant pour, disons, assouplir les résistances les plus tenaces. Augustin de Rocheville éclata d'un rire guttural. « Brillant, mon cher Philippe. Et si vous échouez ?»« Impossible, » répliqua Philippe avec une arrogance glaciale. « Mais si par extraordinaire je devais échouer, je vous verserai à chacun 1000 livres et renoncerai définitivement à mes divertissements particuliers. »
Les paris furent pris. L'excitation malsaine qui régnait dans la pièce était presque palpable. Philippe sonna alors une clochette d'argent, et quelques instants plus tard, Margot Dubois fit son entrée. La femme qui pénétra dans le salon incarnait tout ce que l'aristocratie méprisait et craignait secrètement chez le peuple. Margot mesurait près d'1,75 m, une taille remarquable pour l'époque, et ses formes plantureuses tendaient le tissu grossier de sa robe de servante. Ses cheveux châtains, tirés en un chignon strict sous sa coiffe blanche, encadraient un visage aux traits marqués par 40 années d'une vie difficile. Mais c'étaient surtout ses yeux qui frappaient. D'un brun profond, il portait cette intelligence rusée et cette fierté indomptable qu'on trouve chez ceux qui ont survécu aux pires épreuves sans jamais courber l'échine. « Vous m'avez fait appeler, monsieur le comte ?» demanda-t-elle d'une voix ferme, son accent marseillais populaire contrastant violemment avec les intonations raffinées de l'assemblée aristocratique. Philippe l'observa avec l'attention d'un prédateur jaugeant sa proie. « En effet, Margot, ces messieurs et moi-même souhaitions goûter à tes talents culinaires. J'ai demandé aux cuisines de préparer quelques douceurs que tu vas nous servir personnellement. » Margot plissa les yeux, son instinct lui soufflant que quelque chose clochait. Elle connaissait suffisamment Philippe pour savoir que ces demandes apparemment anodines cachaient toujours des intentions inavouables. Néanmoins, elle inclina brièvement la tête. « Comme il plaira à monsieur le comte. » Philippe claqua des doigts, et son fidèle valet, Étienne Moreau, apparut portant un plateau d'argent chargé de petits fours aux amandes et de macarons colorés. Étienne, un homme maigre d'une 50aine d'années au visage grêlé par la petite vérole, était depuis 15 ans l'ombre fidèle et complice de Philippe. Ses petits yeux noirs brillaient d'une lueur mauvaise qui ne trompait pas sur sa nature véritable. « Margot, » dit Philippe d'un ton mielleux, « je tiens absolument à ce que tu goûtes ces douceurs avec nous. C'est une marque d'estime toute particulière. » La cuisinière hésita. Dans l'ordre social rigide de l'époque, il était inconcevable qu'une servante partage la nourriture de ses maîtres. Cette proposition était non seulement inhabituelle, mais profondément suspecte. « Je vous remercie, monsieur le comte, mais ma place n'est pas... »« J'insiste, » coupa Philippe, sa voix se durcissant imperceptiblement. « Considère cela comme un ordre. » Margot sentit tous les regards converger vers elle. L'atmosphère de la pièce avait changé, devenant électrique, presque oppressante. Elle observa attentivement les visages des nobles. Montclair évitait son regard, Beaumont souriait d'un air mauvais, et Rocheville la dévisageait comme un fauve affamé. Seul Philippe conservait cette expression de politesse glacée, qui ne laissait rien transparaître de ses véritables intentions. Avec la résignation de celle qui connaît son rang et les dangers qu'il y a à défier l'autorité, Margot tendit la main vers un macaron rose. Le petit gâteau avait un goût étrangement amer sous sa douceur apparente, mais elle n'osa pas cracher devant l'assemblée. Elle en prit 2 autres, encouragée par les sourires approbateurs des invités. Philippe leva de nouveau son verre. « À nos plaisirs partagés », déclara-t-il en fixant Margot d'un regard pénétrant. Au bout de quelques minutes, la cuisinière commença à ressentir les premiers effets du mélange. Une étrange torpeur s'empara d'elle, comme si ses membres devenaient cotonneux. Sa vision se brouilla légèrement et elle dut s'appuyer contre le dossier d'une chaise pour ne pas vaciller. « Je ne me sens pas bien », murmura-t-elle, portant une main tremblante à son front. Philippe s'approcha d'elle avec une sollicitude feinte. « Ma pauvre Margot, tu sembles fatiguée. Peut-être devrais-tu t'allonger un moment ?» Il fit un signe discret à Étienne, qui s'empressa d'apporter une chaise rembourrée. Margot s'y laissa tomber lourdement, ses forces l'abandonnant progressivement. Autour d'elle, les visages des nobles se déformaient dans un kaléidoscope troublant, leur sourire devenant de plus en plus menaçant. « Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» parvint-elle à articuler d'une voix pâteuse. Philippe se pencha vers elle, son visage si proche qu'elle pouvait sentir son souffle tiède sur sa joue. « Rien d'irréversible, ma chère. Je vais simplement te montrer quelle est ta véritable place dans l'ordre des choses. » Margot tenta de se lever, mais ses jambes ne lui obéissaient plus. La panique commença à monter en elle tandis qu'elle réalisait l'ampleur de sa situation.
Elle était seule, droguée, à la merci d'hommes pour qui elle ne représentait qu'un objet de divertissement. « Messieurs !» annonça Philippe en se retournant vers ses invités, « le spectacle peut commencer. » Henri de Montclerc se tortilla sur son siège, mal à l'aise malgré son excitation évidente. « Philippe, peut-être devrions-nous... »« Vous pouvez partir si le cœur vous en dit, Henri, » coupa sèchement Philippe, « mais vous perdrez votre mise et votre réputation parmi nous. » Augustin de Rocheville se lécha les lèvres d'anticipation. « Au contraire, Philippe, nous restons. Cette soirée promet d'être mémorable. » Margot, malgré son état, puisa dans ses dernières forces pour tenter une ultime résistance. « Vous ne pouvez pas. Je suis une femme chrétienne et tu es une servante, » l'interrompit Philippe avec un mépris glacial. « Rien de plus qu'un animal domestique que je peux dresser selon mon bon plaisir. Et ce soir, ma chère Margot, tu vas apprendre ce que signifie vraiment l'obéissance. » Il fit signe à Étienne, qui s'approcha avec une corde de soie. Les mains expertes du valet lièrent rapidement les poignets de Margot à la chaise, malgré ses faibles tentatives de résistance. La drogue avait fait son œuvre, la transformant en une prisonnière de son propre corps. « Voilà qui est mieux !» murmura Philippe, en caressant presque tendrement la joue de sa victime. « Maintenant, nous allons pouvoir commencer ton éducation. » L'air du salon sembla s'épaissir, chargé d'une tension malsaine. Les chandelles vacillaient, projetant des ombres dansantes sur les murs, comme si la demeure elle-même retenait son souffle face à l'horreur qui se préparait. Margot ferma les yeux, priant tous les saints qu'elle connaissait pour que ce cauchemar prenne fin. Mais au fond d'elle-même, une petite voix lui soufflait qu'elle devrait puiser dans des ressources qu'elle ne soupçonnait pas encore pour survivre à cette nuit d'épouvante. Philippe, lui, souriait avec la satisfaction du prédateur qui a enfin acculé sa proie. Il ne savait pas encore qu'il venait de commettre l'erreur la plus monumentale de son existence, et que cette nuit de juillet 1772 resterait gravée dans les mémoires de Marseille pour des raisons qu'il était loin d'imaginer. D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. Les heures s'étiraient dans le salon de Philippe de Vallerand comme un supplice sans fin. Les chandelles avaient été consumées près de la moitié de leur cire, leurs flammes vacillantes projetant sur les murs des ombres grotesques qui semblaient danser au rythme des gémissements étouffés qui s'échappaient parfois des lèvres de Margot. La drogue administrée par Philippe avait plongé la malheureuse dans un état second troublant. Consciente mais incapable de contrôler pleinement ses réactions, Margot oscillait entre des moments de lucidité terrifiante et des phases d'hébétude durant lesquelles elle semblait déconnectée de la réalité. Philippe, lui, orchestrait ce spectacle avec la précision d'un metteur en scène expérimenté, alternant entre fausse sollicitude et cruauté calculée. « Ma chère Margot », susurrait-il en tournant lentement autour de la chaise où elle était attachée, « tu sembles résister encore à l'évidence. Pourtant, regarde autour de toi. Qui viendra à ton secours? Qui se soucierait du sort d'une simple cuisinière face à la parole d'un comte? » Les invités de Philippe observaient la scène avec des degrés variables de fascination et d'inconfort. Henri de Montclerc s'était resservi plusieurs fois, espérant noyer dans l'alcool le malaise grandissant qui l'envahissait. Édouard de Beaumont, plus jeune et plus impressionnable, oscillait entre excitation morbide et nausée, ses mains tremblantes trahissant son trouble intérieur. Seul Augustin de Rocheville semblait véritablement savourer le spectacle, ses petits yeux porcins brillant d'une lueur mauvaise. Philippe avait commencé son dressage par des humiliations psychologiques raffinées. Il contraignait Margot à répéter des phrases dégradantes sur elle-même, profitant de son état altéré pour tenter de briser sa fierté. Mais même droguée, la cuisinière conservait une résistance sourde qui l'agaçait prodigieusement. « Je ne suis pas votre chose », articula-t-elle péniblement, chaque mot lui demandant un effort considérable. Philippe soupira théâtralement. « Décidément, tu es plus coriace que prévu. Étienne, apporte-nous le nécessaire pour la suite de notre programme. » Le valet disparut quelques instants et revint avec une mallette de cuir noir.
Philippe l'ouvrit avec des gestes précautionneux, révélant un assortiment d'objets qui firent blêmir même Augustin de Rocheville. Des liens de soie plus sophistiqués, des pinces délicates et diverses fioles contenant des liquides colorés. « Tu vois, Margot ?» expliqua Philippe d'un ton professoral glaçant. « J'ai étudié l'art de persuader les récalcitrants. Ces outils m'ont été fournis par un certain docteur de mes connaissances, spécialiste des mécanismes de la soumission humaine. » Il saisit une petite pince argentée et la fit claquer dans l'air. Le bruit métallique résonna sinistrement dans la pièce, provoquant un sursaut involontaire chez Margot. Mais c'est à ce moment précis que la situation bascula d'une manière que personne n'avait anticipée. Étienne, qui s'apprêtait à défaire les liens de Margot pour faciliter les sévices de son maître, commit une erreur fatale. Dans sa nervosité, il desserra trop les cordes qui entravaient les poignets de la cuisinière. Celle-ci, puisant dans un sursaut d'énergie désespérée que seules les situations extrêmes peuvent provoquer, parvint à libérer sa main droite. Ce qui suivit se déroula en quelques secondes qui parurent une éternité. Margot, malgré son état, conservait cette force physique qui avait toujours impressionné son entourage. Sa main libre se referma sur la pince argentée que Philippe tenait négligemment, et dans un geste d'une violence inouïe, elle la planta profondément dans l'œil droit du comte. Le hurlement de Philippe déchira l'air du salon comme la lame d'un couteau. Il recula en titubant, les mains plaquées sur son visage, du sang s'écoulant entre ses doigts, tandis qu'il se contorsionnait de douleur. « Mon œil ! Mon œil !» criait-il d'une voix hystérique. « Elle m'a crevé l'œil !» Henri de Montclerc se leva précipitamment, renversant son verre de vin qui se fracassa sur le sol. Édouard de Beaumont poussa un cri étranglé et recula jusqu'au mur, tandis qu'Augustin de Rocheville restait figé sur place, les yeux écarquillés par l'incrédulité. Mais Margot n'avait pas terminé. Profitant de l'affolement général, elle parvint à se libérer complètement de ses liens et se dressa de toute sa hauteur imposante. La drogue continuait à faire effet, donnant à ses gestes une lenteur inquiétante, mais sa détermination était intacte. Étienne, reprenant ses esprits le premier, tenta de s'interposer. « Maudite sorcière !» cracha-t-il en se jetant sur elle. Le combat qui s'ensuivit fut d'une brutalité révoltante. Étienne était certes plus agile, mais Margot possédait une force brute considérable, décuplée par le désespoir et la rage. Elle saisit le valet à la gorge de ses mains puissantes et serra avec une détermination implacable. Les yeux d'Étienne se révulsèrent, tandis qu'il griffait vainement les avant-bras de sa tortionnaire, ses pieds battant l'air dans un ballet macabre. « Lâche-le !» hurla Philippe, toujours aveuglé par la douleur et le sang. « Lâche-le ! Garce !» Mais Margot ne céda pas. Elle continua à serrer, jusqu'à ce qu'Étienne s'affaisse comme une poupée de chiffon, ses membres retombant mollement le long de son corps. Le silence qui s'abattit alors sur le salon était assourdissant, rompu seulement par les gémissements de Philippe et la respiration sifflante de Margot. Henri de Montclerc, livide comme un mort, balbutiait « Il est mort !» constata Margot d'une voix rauque, ses yeux injectés de sang fixant tour à tour les nobles terrifiés. « Et ce ne sera que le début si vous tentez quoi que ce soit. » Philippe, malgré sa blessure, parvint à articuler entre ses râles de douleur. « Tu vas payer pour ça. Je vais te faire écarteler sur la place publique. Margot s'approcha de lui d'un pas lourd, et ce qu'elle dit alors glaça le sang de tous les présents. « Vous ne comprenez pas, monsieur le comte. Vous venez de commettre une erreur terrible, une erreur qui va vous coûter beaucoup plus cher que vous ne l'imaginez. » Sa voix avait pris une tonalité étrange, presque prophétique, qui contrastait violemment avec son état d'intoxication apparent. Philippe, tentant de reprendre contenance malgré sa blessure, cracha « Qu'est-ce que tu racontes, misérable? Tu n'es qu'une servante. Qu'est-ce que tu pourrais bien me faire ?» Margot sourit alors, d'un sourire si terrifiant qu'Augustin de Rocheville se signa instinctivement. « Ce que je peux vous faire ?» répéta-t-elle lentement. « Je vais vous expliquer, monsieur le comte. Mais d'abord, permettez-moi de vous révéler qui je suis vraiment. »
Elle se redressa de toute sa hauteur, et malgré sa robe de servante maculée et ses cheveux en bataille, elle dégageait soudain une autorité naturelle qui n'avait rien à voir avec sa condition sociale apparente. « Mon véritable nom n'est pas Margot Dubois », déclara-t-elle d'une voix claire qui avait retrouvé toute sa force. « Je suis Margot de Montcalm, fille illégitime du feu marquis de Montcalm, et épouse secrète de Jean-Baptiste Rousseau, l'un des plus influents négociants de Marseille. » Le silence qui accueillit cette révélation était si profond qu'on aurait pu entendre tomber une épingle. Philippe, malgré sa douleur, écarquilla son œil valide d'incrédulité. « Tu mens !» bégaya-t-il. « C'est impossible. Tu es une cuisinière, je t'ai engagée moi-même. » « Vous m'avez engagé parce que je l'ai voulu, » répliqua Margot avec un calme impressionnant. « Voilà 6 mois que j'enquête sur vos agissements, monsieur le comte. 6 mois que je collecte des preuves de vos crimes contre les femmes de votre service. Et cette nuit, vous venez de me fournir le témoignage vivant de 4 nobles de Marseille sur vos méthodes. » Henri de Montclair se laissa tomber lourdement dans un fauteuil, réalisant l'ampleur du piège qui venait de se refermer sur eux. « Mais pourquoi ?» balbutia-t-il. « Pourquoi vous infligez tout cela ?» Margot se tourna vers lui, et pour la première fois depuis le début de cette nuit cauchemardesque, une émotion humaine, de la tristesse, transparut dans ses yeux. « Parce qu'il y a 8 mois, monsieur le comte Philippe de Vallerand a violé et tué ma sœur cadette Marie-Claire, une jeune femme de 17 ans qui servait dans cette même demeure. Elle est officiellement morte d'une fièvre soudaine, mais j'ai retrouvé son corps dans les caves de cette maison et j'ai vu les marques qu'il portait. » Philippe, malgré sa blessure, tenta de nier. « C'est faux, cette fille est morte de maladie, les médecins peuvent le... »« Les médecins que vous avez payés, vous voulez dire, » coupa Margot. « Je les reçus, monsieur le comte. » Ainsi que les témoignages de 3 autres servantes qui ont miraculeusement survécu à vos « attentions ». Elle fouilla dans les plis de sa robe et en sortit une liasse de documents soigneusement pliés. « Voici les preuves de vos crimes, messieurs. Et maintenant que vous m'avez offert ce spectacle édifiant devant témoins, j'ai enfin tout ce qu'il faut pour vous détruire. » Augustin de Rocheville, qui était resté silencieux jusqu'alors, explosa soudain. « Mais vous êtes folle. Vous croyez que quiconque nous croira coupable sur la parole d'une femme de la noblesse, épouse d'un des plus riches négociants de Marseille et détentrice de preuves formelles, » compléta Margot avec un sourire glacial. « Oh, si, monsieur de Rocheville, on nous croira. Surtout quand je révélerai également vos propres penchants particuliers. Car oui, j'ai également enquêté sur vous tous. » La terreur qui se peignit alors sur le visage des 4 hommes était absolue. Ils réalisaient enfin qu'ils avaient été manipulés depuis le début, attirés dans un piège d'une sophistication diabolique. Philippe, tentant un dernier bluff malgré sa situation désespérée, gronda. « Même si tout cela était vrai, vous avez tué Étienne. Vous serez pendu pour meurtre. »« Légitime défense, » répliqua calmement Margot, devant 4 témoins nobles qui ont assisté à votre tentative de viol aggravé sous l'emprise de drogue. Je doute que les autorités aient beaucoup de mal à déterminer qui est la victime et qui sont les coupables dans cette affaire. » Elle ramassa la mallette de Philippe et en examina le contenu avec dégoût. D'autant plus que ces outils parlent d'eux-mêmes. Combien de femmes avez-vous torturées avec ces instruments, monsieur le comte? Philippe s'effondra dans un fauteuil, réalisant que sa situation était désespérée. Son œil blessé continuait à saigner, lui causant des élancements atroces, et il commençait à saisir l'ampleur de la catastrophe qui s'abattait sur lui. Margot s'approcha de la fenêtre et l'ouvrit en grand. L'air tiède de cette nuit de juillet pénétra dans le salon, apportant avec lui les bruits lointains de Marseille endormie. « J'espère que vous avez apprécié votre dernière soirée de liberté, messieurs, » déclara-t-elle en se retournant vers eux, « car demain, toute la ville connaîtra vos véritables visages. » Henri de Montclair tenta une dernière supplique. « Madame, il doit bien y avoir un arrangement possible. Nous pourrions... »« Vous corrompre ?» l'interrompit Margot avec mépris. « Comme vous avez corrompu les médecins, les juges et les témoins jusqu'à présent? Non, monsieur, cette fois, justice sera rendue. » Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois.
Au fait, messieurs, la drogue que vous m'avez administrée, elle a cessé de faire effet depuis près d'1 heure. J'ai simplement continué à jouer la comédie pour vous laisser vous enfoncer davantage. » Sur ces mots, elle quitta le salon, laissant derrière elle 4 hommes détruits et un cadavre, témoin silencieux de la chute d'un système de privilèges qui semblait jusqu'alors inébranlable. Dehors, l'aube n'était plus très loin, et avec elle, la révélation publique d'un scandale qui allait secouer Marseille jusque dans ses fondements. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. L'aube du 15 juillet 1772 se leva sur Marseille dans une atmosphère étrange, comme si la ville tout entière pressentait que cette journée allait marquer un tournant dans son histoire. Les premiers rayons du soleil perçaient à travers la brume matinale qui montait du vieux port, tandis que les cloches de Notre-Dame de la Garde sonnaient lugubrement dans le ciel rougeoyant. Margot de Montcalm, car c'était bien son véritable nom, avait passé les heures précédant l'aube dans la demeure de son époux, Jean-Baptiste Rousseau, une imposante bâtisse située dans le quartier bourgeois près de la rue de la République. Elle avait soigné ses blessures superficielles, changé de vêtements et surtout organisé méthodiquement la suite de son plan. Jean-Baptiste, un homme de 52 ans aux tempes grisonnantes et au regard perçant, était l'un des négociants les plus respectés de Marseille. Son commerce d'épices et de soieries avec les comptoirs du Levant lui avait permis d'amasser une fortune considérable, mais surtout d'établir un réseau de relations qui s'étendait jusqu'à Versailles. Quand Margot lui avait révélé son plan de vengeance 6 mois auparavant, il n'avait pas hésité une seconde à la soutenir. « Alors, mon cœur, » murmura-t-il en pansant délicatement les écorchures sur les poignets de sa femme. Tout s'est déroulé comme prévu. Margot hocha la tête, son visage exprimant un mélange de satisfaction et d'épuisement. Mieux que prévu, Jean-Baptiste. Philippe s'est montré encore plus ignoble que dans mes pires cauchemars, et ses complices, ils ont tous révélé leur vraie nature. Elle lui tendit les documents qu'elle avait emportés de la demeure de Vallerand, des témoignages écrits, des reçus compromettants et surtout une confession détaillée qu'elle avait rédigée durant la nuit, relatant minute par minute les événements auxquels elle venait d'assister. « As-tu prévenu maître Durand ?» demanda-t-elle, en attachant ses cheveux sous un bonnet de bourgeoise respectable. « Il nous attend dans 1 heure, » confirma Jean-Baptiste, ainsi que le lieutenant de police Bertrand et le procureur général Moreau. Tous sont des hommes intègres qui ne se laisseront pas corrompre par l'or des Vallerand. Margot sourit amèrement. L'or des Vallerand. S'il savait à quel point Philippe est endetté, j'ai découvert qu'il doit près de 100 000 livres aux usuriers de la ville. Cette demeure qu'il affiche comme un symbole de sa richesse, elle est hypothéquée jusqu'aux tuiles du toit. C'était là l'un des aspects les plus sordides de l'affaire que Margot avait découvert au cours de ses investigations. Philippe de Vallerand, malgré ses airs de grand seigneur, était financièrement ruiné. Ses terres ancestrales de Provence avaient été vendues discrètement les unes après les autres pour éponger ses dettes de jeu, et il ne subsistait que grâce à un système complexe d'emprunt auprès de financiers véreux. C'est pour cela qu'il organisait ses divertissements, continua Margot avec dégoût. Il faisait payer ses invités pour assister à ses spectacles. 100 livres par soirée, davantage s'il voulait participer activement. Jean-Baptiste serra les poings. Le monstre, transformer la souffrance humaine en commerce. Il mérite 1000 fois la mort. Il l'aura, ne t'inquiète pas, répliqua Margot d'un ton glacial. Mais pas avant d'avoir payé pour tous ses crimes. À 9 heures précises, le couple se rendit chez maître François Durand, l'avocat le plus respecté du barreau de Marseille. L'homme, un quinquagénaire à la prestance naturelle, les reçut dans son cabinet tapissé de livres de droit. Était également présent le lieutenant de police Jean-Baptiste Bertrand, un militaire rigide, aux principes inflexibles, et le procureur général Antoine Moreau, dont la réputation d'intégrité était légendaire dans toute la Provence. « Madame Rousseau, » dit maître Durand d'une voix grave, « votre époux nous a exposé les grandes lignes de votre mission. Mais j'avoue que j'ai peine à croire qu'un homme de la noblesse puisse s'abaisser à de telles ignominies.
Margot posa calmement sur le bureau les preuves qu'elle avait accumulées. Témoignages de servantes survivantes, reçus de paiements suspects, correspondances compromettantes interceptées, et surtout sa propre déposition détaillée des événements de la nuit précédente. « Lisez, maître », dit-elle simplement. Le silence qui s'installa dans le cabinet pendant que les trois hommes prenaient connaissance des documents était pesant. Au fur et à mesure de leur lecture, leurs visages se décomposaient, exprimant tour à tour l'incrédulité, l'horreur, puis une colère sourde. Le lieutenant Bertrand fut le premier à reprendre la parole. « Madame, si ces accusations sont avérées, nous nous trouvons face au plus grand scandale que Marseille ait connu depuis des décennies. »« Elles sont avérées, lieutenant, » répliqua fermement Margot. « Et j'ai 4 témoins nobles qui ont assisté aux événements de cette nuit. » Le procureur Moreau leva les yeux du document qu'il était en train d'étudier. « Pardonnez-moi, madame, mais il y a un aspect de votre récit qui me pose problème. Vous affirmez avoir tué le dénommé Étienne Moreau en état de légitime défense. » « C'est exact, monsieur le procureur. Dans ce cas, nous devons immédiatement nous rendre sur les lieux pour constater les faits et interroger les témoins. » 1 heure plus tard, un impressionnant cortège se dirigeait vers la demeure de Philippe de Vallerand. Outre les autorités judiciaires et Margot, s'y trouvaient également 6 gardes du guet armés et un médecin légiste pour examiner le cadavre d'Étienne. Quand ils arrivèrent devant la grille de la propriété, un spectacle inattendu les attendait. La demeure semblait déserte, ses volets clos, et un silence inquiétant régnait dans le parc habituellement bien entretenu. « Étrange !» murmura le lieutenant Bertrand en ordonnant à ses hommes de forcer la grille. Ils pénétrèrent dans la demeure par l'entrée principale. Les couloirs étaient plongés dans la pénombre, et une odeur nauséabonde flottait dans l'air. Guidés par Margot, ils se dirigèrent vers le salon où s'étaient déroulés les événements de la nuit. Ce qu'ils découvrirent dépassa leurs pires appréhensions. Le salon était dans un état indescriptible. Du sang séché maculait les murs et le sol. Les meubles étaient renversés. Et au centre de la pièce gisait effectivement le cadavre d'Étienne Moreau, exactement comme Margot l'avait décrit. Mais ce qui frappa le plus les arrivants, ce fut l'absence totale des 4 nobles. « Où sont-ils passés ?» demanda le procureur Moreau en examinant les lieux. Margot fronça les sourcils, visiblement troublée. « Je ne comprends pas. Ils étaient là quand je suis parti vers 5 heures du matin. » Le médecin légiste, après un examen sommaire du cadavre, confirma. « Cet homme est mort étranglé, probablement vers 2 ou 3 heures du matin. Les marques sur son cou correspondent exactement à la description donnée par madame. » Le lieutenant Bertrand ordonna une fouille systématique de la demeure. Ce que ces hommes découvrirent dans les caves laissa tout le monde sans voix. Au sous-sol de la bâtisse s'étendait un véritable laboratoire de l'horreur. Des cellules improvisées, des instruments de torture raffinés et surtout, les restes de plusieurs femmes dans diverses fosses dissimulées sous le dallage. Le médecin légiste, malgré son expérience, dut sortir précipitamment pour vomir devant l'ampleur des découvertes. « Mon Dieu !» balbutia maître Durand, livide. « Combien de victimes ? Au moins une douzaine ?» répondit l'un des gardes qui supervisait l'exhumation. « Peut-être davantage. » Margot, malgré sa préparation psychologique, fut profondément ébranlée par cette découverte. Elle s'était attendue à trouver la dépouille de sa sœur Marie-Claire, mais l'ampleur du carnage dépassait ses pires craintes. « Ma sœur !» murmura-t-elle en s'agenouillant près de l'une des fosses. Jean-Baptiste la prit dans ses bras pour la consoler, tandis que les autorités continuaient leur macabre inventaire. Mais la surprise la plus stupéfiante les attendait dans les appartements privés de Philippe. Dans sa chambre, soigneusement dissimulée derrière une bibliothèque, se trouvait un coffre-fort dont la serrure avait été forcée récemment. À l'intérieur, outre des bijoux et quelques pièces d'or, ils découvrirent un journal personnel rédigé de la main même du comte. Le procureur Moreau en lut quelques passages à voix haute, et ce qu'il révéla glaça l'assemblée. 15 juin 1772. La petite Marie-Claire a finalement succombé cette nuit. Étienne a eu la main trop lourde avec le laudanum. Dommage, elle promettait de beaux divertissements. Il faudra être plus prudent avec la prochaine. 3 juillet 1772.
Henri m'a apporté 100 livres pour assister à la séance avec la servante rousse. Édouard en demande toujours plus pour ses plaisirs. Il va falloir que je trouve de nouveaux sujets bientôt. 14 juillet 1772. La grosse Margot fera parfaitement l'affaire pour impressionner mes invités. Si elle survit à cette nuit, ce sera un miracle. Mais peu importe, elle finira comme les autres dans la cave. Le silence qui accueillit cette lecture était absolu. Même les gardes les plus endurcis semblaient pétrifiés par l'ampleur de la monstruosité révélée. Cet homme était un démon incarné, murmura le lieutenant Bertrand. Était, releva Margot. Mais où est-il passé, lieutenant? Et ses complices? La question était effectivement cruciale. Une fouille minutieuse de toute la propriété ne révéla aucune trace des 4 nobles. Il était comme s'il s'était volatilisé. Ce fut l'un des gardes qui, explorant les écuries, découvrit enfin un indice. 4 chevaux manquaient et des traces fraîches menèrent vers la route qui conduisait au port. « Ils ont fui durant la nuit », constata le lieutenant, « probablement vers un navire en partance. » Le procureur Moreau ordonna immédiatement que des messagers soient dépêchés vers tous les ports de la côte méditerranéenne avec des mandats d'arrêt au nom des 4 fugitifs. Mais Marseille était un port immense, avec des dizaines de navires partant chaque jour vers l'Italie, l'Espagne ou l'Afrique du Nord. « Ils ont eu toute la nuit d'avance, » soupira maître Durand. « Les retrouver ne sera pas facile. » C'est alors que se produisit l'événement le plus extraordinaire de cette journée, déjà riche en rebondissements. Un homme en haillons, visiblement un mendiant du port, fit irruption dans la propriété malgré les protestations des gardes. Il brandissait un sac de toile crasseux en criant d'une voix rauque. « Monsieur le lieutenant, j'ai quelque chose pour vous. » Bertrand, intrigué, autorisa l'homme à s'approcher. Le mendiant, qui se présenta sous le nom de Pierre Castellane, raconta alors une histoire stupéfiante. « Cette nuit, vers les 4 heures, je dormais sous les quais près du bassin Saint-Nicolas quand j'ai vu 4 messieurs arriver en trombe avec leurs chevaux. Ils avaient l'air pressés et l'un d'eux saignait de l'œil. Ils ont parlementé avec le capitaine d'un navire génois et j'ai entendu qu'ils voulaient partir immédiatement pour Naples. » Il ouvrit son sac et en sortit des vêtements ensanglantés et déchirés. Ils ont jeté ça dans l'eau avant d'embarquer, mais les courants les ont ramenés vers le quai. Je les ai récupérés en pensant que ça pourrait valoir quelques sous. Margot examina les vêtements et reconnut immédiatement la veste brodée que portait Philippe la veille au soir. « C'est bien celle du comte, » confirma-t-elle. « Et regardez, elle est maculée de sang. » Le procureur Moreau interrogea minutieusement le mendiant, qui leur fournit des détails précieux. Le nom du navire, la Stella Maris, celui de son capitaine, Giovanni Benedetto, et surtout sa destination exacte, Naples avec escale à Livourne. « Nous pouvons encore les rattraper, » déclara le lieutenant Bertrand avec détermination. « J'expédie immédiatement un courrier aux autorités toscanes et napolitaines. » Mais Margot secoua la tête avec amertume. « Même si nous les rattrapons, lieutenant, croyez-vous vraiment que les autorités étrangères nous livreront 4 nobles français? Et surtout, pensez-vous que leurs témoignages auront la moindre valeur maintenant qu'ils sont en fuite ?» La question était pertinente. En s'enfuyant, Philippe et ses complices avaient certes échappé à la justice immédiate, mais ils avaient également perdu toute crédibilité. Leur fuite équivalait pratiquement à des aveux de culpabilité. « Peu importe, » déclara solennellement le procureur Moreau. « Justice sera rendue aux victimes. Nous allons instruire ce dossier dans les règles, et je m'engage personnellement à ce que cette affaire soit portée devant les plus hautes instances du royaume s'il le faut. » Le soir même, toute la ville de Marseille bruissait de rumeurs sur la découverte macabre de la demeure Vallerand. Les langues se déliaient, et de nombreuses familles vinrent déclarer la disparition mystérieuse de leurs filles employées comme domestiques dans diverses maisons nobles de la région. Margot, épuisée mais satisfaite d'avoir obtenu justice pour sa sœur et les autres victimes, se trouvait dans le cabinet de maître Durand quand celui-ci lui posa la question qui la taraudait depuis le matin. « Madame Rousseau, permettez-moi une interrogation.
Comment avez-vous pu supporter 6 mois d'infiltration dans cette demeure infernale? Comment avez-vous trouvé la force de jouer ce rôle de servante soumise, tout en préparant votre vengeance? Margot sourit tristement. Maître, quand on a perdu l'être qui nous était le plus cher au monde, quand on a vu sa dépouille profanée et mutilée, on trouve en soi des ressources qu'on ne soupçonnait pas. Ma sœur Marie-Claire n'avait que 17 ans. Elle rêvait de se marier avec un jeune orfèvre du quartier des Accoules. Philippe de Vallerand lui a volé sa vie, sa dignité, son avenir. Je lui devais cette justice. Et maintenant, demanda Jean-Baptiste en prenant la main de sa femme, maintenant, nous allons nous assurer que cette histoire serve d'exemple, que plus jamais un noble ne puisse croire qu'il a droit de vie et de mort sur ses domestiques. Maître Durand hocha la tête avec admiration. Vous avez accompli quelque chose d'exceptionnel, madame. Cette affaire va faire jurisprudence, j'en suis convaincu. Mais aucun d'eux ne pouvait imaginer que l'histoire ne s'arrêterait pas là, que la fuite de Philippe de Vallerand et de ses complices allait déclencher une série d'événements qui dépasseraient largement le cadre de Marseille, et que cette nuit, du 14 juillet 1772, marquerait le début d'un bouleversement dont les conséquences se feraient sentir bien au-delà de la Provence. Car Philippe de Vallerand, dans sa fuite éperdue vers Naples, emportait avec lui des secrets qui intéressaient d'autres personnes que les seules autorités judiciaires de Marseille. Des secrets qui touchaient au plus haut cercle du pouvoir royal, et dont la révélation pourrait ébranler les fondements mêmes de l'ancien régime. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la découverte horrifique de la demeure Vallerand, et Marseille n'avait pas encore digéré le choc. L'affaire avait pris une ampleur que personne n'avait anticipée, dépassant largement les frontières de la cité phocéenne pour devenir le scandale de l'été dans tous les salons de France. Le procureur général Antoine Moreau avait tenu parole. Le dossier avait été transmis directement au Parlement de Provence à Aix, puis, devant l'énormité des charges, au chancelier de France lui-même. Jamais dans l'histoire du royaume, on n'avait eu à traiter une affaire impliquant autant de victimes et mettant en cause des nobles de si haut rang. Margot de Montcalm-Rousseau était devenue, bien malgré elle, une célébrité dans toute la région. Les gazettes de Paris envoyaient leurs meilleurs rédacteurs pour recueillir son témoignage, et sa demeure ne désemplissait plus de visiteurs venus exprimer leur soutien ou leur curiosité morbide. Jean-Baptiste avait dû poster des domestiques à l'entrée de leur propriété pour filtrer les importuns. Ce matin du 5 août 1772, Margot se trouvait dans le petit salon de sa demeure en compagnie de Maître Durand, quand un visiteur inattendu se présenta. Il s'agissait du chevalier de Saint-Florent, un homme d'une 50aine d'années à l'allure distinguée, qui se présenta comme envoyé spécial du lieutenant général de police de Paris. « Madame Rousseau », dit-il après les politesses d'usage, « je viens vous entretenir d'un aspect de cette affaire qui dépasse, et de loin, les crimes commis par le comte de Vallerand. » Margot et son avocat échangèrent un regard intrigué. « De quoi voulez-vous parler, monsieur le chevalier ?» demanda-t-elle. Saint-Florent sortit de sa sacoche de cuir un dossier épais, fermé par un ruban rouge et scellé aux armes royales. « Madame, saviez-vous que Philippe de Vallerand était bien plus qu'un simple noble décadent, qu'il était en réalité l'un des maillons d'un réseau qui s'étend jusque dans les antichambres de Versailles ?» L'homme ouvrit le dossier et en sortit plusieurs documents qu'il étala sur la table basse. « Voyez-vous, les investigations menées par nos services ont révélé que le comte n'agissait pas seul. Ces divertissements particuliers étaient organisés pour satisfaire une clientèle très spécifique, composée de personnalités dont je ne peux révéler les noms sans l'autorisation expresse de Sa Majesté. » Margot sentit un frisson la parcourir. « Vous voulez dire que... Je veux dire, madame, que vous avez involontairement mis au jour l'un des scandales les plus graves que la couronne ait eu à affronter depuis l'affaire des poisons sous Louis XIV. » Maître Durand se pencha pour examiner les documents. Ce qu'il y lut le fit pâlir visiblement. « Des noms,
murmura-t-il. Mon Dieu, certains de ces noms... Précisément, confirma Saint-Florent. Nous avons découvert dans les papiers saisis chez divers complices de Vallerand une correspondance qui implique 2 ducs, un maréchal de France et, il hésita, plusieurs membres de la famille royale elle-même. Le silence qui s'abattit sur la pièce était oppressant. Margot réalisa soudain que sa quête de justice personnelle avait déclenché quelque chose d'infiniment plus vaste et plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. « Que voulez-vous de moi, monsieur ?» demanda-t-elle d'une voix tendue. « Votre coopération, madame, et surtout votre discrétion absolue sur certains aspects de cette affaire. » Margot se redressa dans son fauteuil, ses yeux lançant des éclairs. « Ma discrétion, monsieur le chevalier, j'ai risqué ma vie pour révéler la vérité sur ces monstres. J'ai vu les corps mutilés de leurs victimes. Et vous voudriez que je me taise pour protéger d'autres criminels, fussent-ils de sang royal ?» Saint-Florent leva une main apaisante. « Je vous comprends parfaitement, madame, et j'admire votre courage. Mais comprenez que si cette affaire éclatait dans son intégralité, elle pourrait ébranler les fondements mêmes du royaume. Il ne s'agit pas de protéger des criminels, mais de préserver la stabilité de la France. Et Philippe de Vallerand, où est-il ?» insista Margot. Le chevalier hésita un long moment avant de répondre. « Il a été retrouvé. » « Retrouvé ? Le navire qui l'emmenait vers Naples a fait escale à Livourne comme prévu. Nos agents l'y attendaient. » Margot sentit son cœur s'accélérer. « Il est en prison ?»« Non, madame, » répondit Saint-Florent d'une voix étrange. « Il est mort !» Le choc de cette révélation figea Margot sur place. « Mort ? Comment ? Officiellement, il s'est donné la mort dans sa cellule à la prison de Livourne avant que les autorités toscanes puissent procéder à son extradition. Il a laissé une confession complète de ses crimes. » Maître Durand fronça les sourcils. « Officiellement ?» Saint-Florent soupira. « Officieusement. Disons que certaines personnes très influentes avaient intérêt à ce qu'il ne puisse jamais témoigner devant un tribunal. » La vérité frappa Margot comme un coup de massue. « Il a été assassiné. » « Je n'ai pas dit cela, madame. Mais c'est ce qui s'est passé. Et ses complices ? Henri de Montclerc est mort d'une crise cardiaque 2 jours après son arrivée à Naples. Édouard de Beaumont s'est noyé accidentellement dans le port de Gênes. Quant à Augustin de Rocheville, il laissa sa phrase en suspens, et Margot compléta d'une voix blanche. Il est mort aussi, n'est-ce pas? Empoisonné dans une auberge de Rome. Apparemment, il aurait mangé des champignons avariés. Margot se leva brusquement, tremblante de rage. « Vous vous moquez de moi ! 4 hommes qui s'enfuient ensemble et qui meurent tous dans les 15 jours qui suivent par des causes différentes et dans des villes différentes. Vous prenez pour une imbécile. Madame, je vous en prie, calmez-vous. »« Me calmer ?» explosa-t-elle. « Ma sœur et une douzaine d'autres femmes ont été torturées et assassinées par ces monstres. J'ai risqué ma vie pour les confondre. Et vous venez me dire qu'ils sont tous morts convenablement avant de pouvoir parler ?» Saint-Florent la regarda avec une expression où se mêlaient la compassion et la fermeté. « Madame Rousseau, vous avez obtenu justice pour votre sœur et pour toutes les victimes. Ces hommes ont payé leurs crimes, même si ce n'est pas de la manière que vous espériez. Parfois, la justice royale emprunte des chemins que la justice ordinaire ne peut suivre. »« La justice royale ?» ricana Margot. « Vous voulez dire l'assassinat commandité pour étouffer un scandale ? Je veux dire que certains secrets sont trop dangereux pour être révélés au grand jour. Imaginez-vous les conséquences si le peuple apprenait que des membres de la famille royale participaient à de telles orgies. Dans le contexte actuel de tension sociale, cela pourrait déclencher une révolte. » Margot se rassit lentement, réalisant peu à peu l'ampleur des implications. « Et moi ? Que va-t-il m'arriver ? » « Rien, madame, à condition que vous acceptiez de modifier légèrement votre version des faits. Vous avez découvert les crimes de Vallerand. Vous l'avez dénoncé. Il s'est enfui et est mort. Point final. Aucune mention des personnalités de haut rang impliquées. » Maître Durand, qui était resté silencieux jusqu'alors, prit la parole. « Et si ma cliente refuse ?» Saint-Florent le regarda droit dans les yeux. « J'espère sincèrement qu'elle n'y songera pas. Ce serait regrettable pour tout le monde. » La menace était voilée mais parfaitement claire.
Margot comprit qu'elle se trouvait à la croisée des chemins. Accepter le compromis proposé et vivre tranquille avec son époux, ou persister dans sa quête de vérité absolue et risquer de subir le même sort que Philippe et ses complices. « Combien de temps ai-je pour réfléchir ?» demanda-t-elle finalement. « Très peu, j'en ai peur. Sa Majesté souhaite que cette affaire soit close définitivement avant la fin du mois. Les gazettes parisiennes commencent à poser des questions embarrassantes. C'est alors que Jean-Baptiste fit son entrée dans le salon. Il avait manifestement entendu une partie de la conversation, car son visage était sombre. « Ma chère Margot, » dit-il en s'approchant de sa femme, « puis-je te parler un moment en privé ?» Ils se retirèrent dans la bibliothèque adjacente, laissant Saint-Florent et Maître Durand dans un silence pesant. « Tu as entendu ?» demanda Margot à son époux. « Suffisamment, » répondit Jean-Baptiste. « Et je vais te dire ce que j'en pense. Ces gens n'hésiteront pas à nous faire disparaître si nous devenons trop gênants. Nous avons déjà obtenu plus que ce que j'osais espérer. Philippe et ses complices sont morts, les victimes sont vengées, et l'affaire a eu un retentissement tel que plus aucun noble ne se risquera de sitôt à de telles exactions. Mais la vérité, Jean-Baptiste, la vérité complète nous mènera au tombeau, ma chérie. Et à quoi cela servirait-il ? Tu as déjà prouvé que même les plus puissants ne sont pas au-dessus de la justice. N'est-ce pas suffisant ? Margot réfléchit longuement. Au fond, son époux n'avait pas tort. Son objectif principal était atteint. Philippe de Vallerand avait payé ses crimes, et sa mort, même si elle n'avait pas eu lieu dans un tribunal public, constituait une forme de justice. Révéler l'implication de personnages encore plus haut placés ne ramènerait pas Marie-Claire à la vie, et risquait seulement de provoquer leur propre perte. Quand ils retournèrent dans le salon, Margot avait pris sa décision. « Monsieur le chevalier, » dit-elle d'une voix ferme, « j'accepte votre proposition, mais à certaines conditions. » Saint-Florent se pencha en avant avec intérêt. « Lesquelles ? Premièrement, je veux la garantie écrite, signée du chancelier de France lui-même, que mon époux et moi-même ne serons jamais inquiétés pour notre rôle dans cette affaire. Accordé. Deuxièmement, je veux que la couronne finance discrètement la création d'un refuge pour les femmes victimes de violences, ici à Marseille, en mémoire de ma sœur et de toutes les autres. » Saint-Florent hésita. Cela représenterait une somme considérable. Considérez cela comme le prix de mon silence sur certains aspects de l'affaire, répliqua froidement Margot. Très bien, accordé également. Et troisièmement, je veux que vous me disiez qui a vraiment ordonné la mort de Philippe et de ses complices. Cette fois, Saint-Florent secoua fermement la tête. Cela, madame, je ne peux vous le révéler, et franchement, il vaut mieux pour votre tranquillité d'esprit que vous ne le sachiez jamais. Margot acquiesça. Au fond, elle s'attendait à cette réponse, et elle avait obtenu l'essentiel. « Alors, nous avons un accord, monsieur le chevalier. » Les documents furent signés le soir même, dans la plus grande discrétion. Saint-Florent repartit pour Paris avec la nouvelle version officielle des événements, tandis que Margot conservait précieusement les preuves de l'accord secret qu'elle venait de conclure avec la couronne. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'un témoin inattendu avait assisté à une partie de leur conversation. Pierre Castellane, le mendiant qui avait fourni les premiers indices sur la fuite des nobles, avait développé l'habitude de rôder autour de la demeure Rousseau, espérant glaner quelques informations qu'il pourrait monnayer. Ce soir-là, caché sous l'une des fenêtres du salon, il avait entendu suffisamment de bribes pour comprendre que l'affaire Vallerand cachait des ramifications bien plus importantes que ce qui avait été révélé au public. Pierre Castellane n'était pas qu'un simple mendiant. Ancien soldat déchu, il possédait une intelligence rusée et une connaissance approfondie des bas-fonds de Marseille. Il réalisa immédiatement la valeur des informations qu'il venait de récolter. Les jours suivants, une rumeur étrange commença à circuler dans les tavernes du Vieux-Port. On chuchotait que l'affaire Vallerand n'était que la partie visible d'un iceberg bien plus massif, et que des personnages très haut placés avaient intérêt à faire taire certains témoins gênants. Margot, qui avait ses propres informateurs parmi les domestiques de la ville, eut rapidement vent de ces rumeurs.
Elle comprit que Pierre Castellane était devenu un problème potentiel et qu'il fallait agir rapidement avant que ces bavardages n'attirent l'attention des agents de Saint-Florent. Une nuit, elle se rendit secrètement dans les quartiers populaires du port, déguisée en bourgeoise modeste. Elle retrouva Pierre dans une taverne sordide de la rue de la Loge, où il était en train de raconter à qui voulait l'entendre des histoires de plus en plus extravagantes sur les véritables dessous de l'affaire Vallerand. « Pierre Castellane, dit-elle en s'asseyant à sa table, il faut que nous parlions. » L'homme la reconnut immédiatement, malgré son déguisement. Ses yeux s'illuminèrent d'une lueur cupide. « Ah, madame la héroïne, vous venez voir le pauvre Pierre. Vous savez, j'ai appris des choses intéressantes ces derniers temps. »« Je sais ce que vous avez appris, » coupa Margot, « et je sais aussi que cela peut vous coûter la vie. Vous jouez avec le feu, Pierre. » L'homme ricana, mais Margot perçut une pointe d'inquiétude dans ses yeux. « Qu'est-ce que vous me proposez, madame ? Votre silence définitif contre une somme qui vous permettra de quitter Marseille et de refaire votre vie ailleurs, loin d'ici. » Elle posa sur la table une bourse contenant 100 livres, une fortune pour un homme de la condition de Pierre. « 100 livres pour que je me taise ? Et si je refuse ?» Margot se pencha vers lui, et sa voix prit une tonalité glaciale, qui rappelait étrangement celle de Philippe de Vallerand quelques semaines plus tôt. « Si vous refusez, Pierre, vous finirez comme Philippe et ses amis, morts dans des circonstances mystérieuses, loin de chez vous, sans que personne ne se soucie de ce qui vous est arrivé. » L'ex-soldat déglutit difficilement. Il avait suffisamment d'expérience des intrigues pour savoir que Margot ne plaisantait pas. « Et comment je saurais que vous ne me ferez pas tuer de toute façon, une fois que j'aurai pris votre argent ? Parce que vous allez me donner votre parole d'honneur de soldat, que vous quitterez Marseille dès demain et que vous ne parlerez jamais à personne de ce que vous avez entendu. Et parce que, contrairement à Philippe de Vallerand, je ne tue pas par plaisir, mais seulement par nécessité. » Pierre examina longuement le visage de Margot. Il y lut une détermination implacable, mais aussi une honnêteté fondamentale qui le rassura partiellement. « D'accord, » dit-il finalement en empoignant la bourse. « Mais je veux votre parole aussi que vous ne me ferez pas rechercher si je respecte ma part du marché. » Vous l'avez. Ils échangèrent une poignée de main ferme, scellant leur accord dans la pénombre enfumée de la taverne. Le lendemain matin, Pierre Castellane avait disparu de Marseille, emportant avec lui ses secrets et ses rêves d'une vie meilleure. On ne le revit jamais dans la cité phocéenne. Avec la neutralisation de cette dernière menace, l'affaire Vallerand put enfin être officiellement close. Les gazettes cessèrent peu à peu d'en parler, et l'attention du public se porta sur d'autres scandales. Margot put enfin commencer à panser ses blessures psychologiques. Avec l'argent secret fourni par la couronne, elle créa effectivement un refuge pour femmes battues, qu'elle baptisa « Maison Marie-Claire en mémoire de sa sœur ». L'établissement, officiellement financé par la charité privée de donateurs anonymes, devint rapidement une référence dans toute la Provence. Mais les cicatrices de cette terrible aventure ne s'effacèrent jamais complètement. Margot développa une méfiance maladive envers l'aristocratie, et son couple avec Jean-Baptiste, bien que solide, porta à vie les marques de ce qu'ils avaient traversé ensemble. Le plus troublant, c'est que Margot ne cessa jamais de s'interroger sur l'identité des véritables commanditaires de l'assassinat de Philippe de Vallerand. Parfois, lors de réceptions officielles, quand elle croisait certains hauts dignitaires en visite à Marseille, elle scrutait leur visage, se demandant si l'un d'eux n'était pas celui qui avait ordonné ces morts si opportunes. Cette interrogation la hantrait jusqu'à la fin de ses jours, alimentant en elle une amertume sourde envers un système qu'elle avait cru pouvoir réformer, mais qui s'était contenté de faire disparaître les témoins gênants plutôt que de se remettre véritablement en question. L'été 1772 s'acheva sur cette note ambiguë. Justice avait été rendue, mais au prix de compromis qui laissaient un goût amer à tous ceux qui connaissaient la vérité complète. Marseille, 25 juillet 1792. 20 ans plus tard. La Révolution grondait aux portes de la Provence. Marseille,
Cette cité rebelle qui avait toujours cultivé son indépendance face au pouvoir central, vibrait au rythme des changements qui bouleversèrent la France. Sur la Canebière, les sans-culottes défilaient en chantant ce hymne nouveau qui électrisait les foules. « Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé ». Dans sa demeure bourgeoise du quartier Saint-Victor, Margot de Montcalm-Rousseau, désormais âgée de 60 ans, observait depuis sa fenêtre cette effervescence révolutionnaire avec des sentiments mélangés. Ses cheveux, désormais entièrement gris, étaient toujours relevés en ce chignon strict qui était devenu sa signature, et ses yeux bruns conservaient cette intensité qui avait frappé tous ceux qui l'avaient côtoyé 20 ans auparavant. Jean-Baptiste était mort 3 ans plus tôt, emporté par une pneumonie, laissant Margot seule avec ses souvenirs et son œuvre caritative. La maison Marie-Claire était devenue l'une des institutions les plus respectées de Marseille, ayant secouru des centaines de femmes en détresse au fil des années. Ce matin-là, Margot reçut une visite qui la replongea brutalement dans le passé. Un jeune homme d'une 30aine d'années, élégamment vêtu malgré la mode révolutionnaire, se présenta sous le nom de François Moreau. « Madame Rousseau », dit-il en s'inclinant respectueusement, « je suis le fils du feu procureur général Antoine Moreau, qui avait instruit votre affaire en 1772. » Margot l'examina attentivement. Elle retrouvait effectivement dans ses traits quelque chose du magistrat intègre qui l'avait soutenu 20 ans auparavant. « Que me vaut cette visite, monsieur Moreau ?» demanda-t-elle en l'invitant à s'asseoir dans son salon. « Madame, mon père est mort l'an dernier, mais avant de s'éteindre, il m'a confié certains documents qu'il avait conservés secrètement depuis l'affaire Valéran. Il estimait que le moment était venu de révéler certaines vérités. Il sortit de sa sacoche une liasse de papier jauni par le temps. Voyez-vous, madame, mon père n'avait jamais vraiment accepté la version officielle de la mort de Philippe de Vallerand et de ses complices. Il avait mené sa propre enquête discrètement et découvert des choses troublantes. » Margot sentit son cœur s'accélérer. Après toutes ces années, elle allait enfin connaître la vérité qu'on lui avait cachée. « Qu'a-t-il découvert ?» demanda-t-elle d'une voix tendue. François ouvrit le dossier et en sortit plusieurs documents. Premièrement, que Philippe de Vallerand n'est pas mort à Livourne comme on vous l'a dit. Il a été intercepté par des agents français à Gênes et ramené secrètement en France. Ramené? Mais pourquoi? Parce qu'il détenait des informations compromettantes sur certaines personnalités de la cour. Des lettres, des témoignages, des preuves de leur participation à ces activités. François tendit à Margot une lettre couverte de cachets officiels. Ceci est un ordre d'exécution secret, signé du lieutenant général de police de Paris, ordonnant la neutralisation immédiate de Philippe de Vallerand et de ses complices. Margot lut le document avec une fascination horrifiée. Tout y était détaillé, les méthodes à employer pour faire croire à des morts naturelles ou accidentelles, les lieux où disposer des corps, même les fausses confessions à rédiger. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, « ils ont vraiment organisé leur assassinat. » « Et ce n'est pas tout, » continua François. « Mon père avait également identifié plusieurs des personnalités impliquées dans le réseau de Valéran. » Il lui tendit une autre feuille, couverte de noms soigneusement calligraphiés. Margot parcourut la liste et pâlit en reconnaissant plusieurs patronymes illustres de l'aristocratie française. Le duc de Polignac, le comte d'Artois, même le... Elle s'interrompit, n'osant prononcer le nom qu'elle venait de lire. « Oui, madame, même le comte de Provence, frère du roi. » Le silence qui s'abattit sur le salon était pesant. Margot réalisait que sa quête de justice personnelle avait effectivement menacé les fondements mêmes de la monarchie. « Mais pourquoi me révélez-vous tout cela maintenant ?» demanda-t-elle finalement. François sourit amèrement. « Parce que ces gens qui ont étouffé votre affaire pour préserver la stabilité du royaume sont les mêmes qui ont mené la France à la ruine. Leur corruption, leur arrogance, leurs crimes impunis, tout cela a contribué à la colère du peuple qui explose aujourd'hui. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre d'où montaient les chants révolutionnaires. « Mon père pensait que votre histoire devait être connue, qu'elle illustrait parfaitement la pourriture de l'ancien régime.
Vous étiez en avance sur votre temps, madame. Vous aviez compris 20 ans avant tout le monde que la noblesse n'était qu'une façade cachant la plus vile corruption. Margot réfléchit longuement. Et que proposez-vous de faire de ces informations? Les publier, madame. Les faire connaître au peuple de France. Montrer que la révolution était nécessaire, que les privilèges de l'aristocratie cachaient des crimes abominables. Et les conséquences pour moi? François haussa les épaules. Quelles conséquences? La plupart des personnes impliquées sont mortes ou en exil. Celles qui sont encore vivantes n'ont plus aucun pouvoir. Et vous, madame, vous seriez célébrée comme une héroïne du peuple, une femme qui s'est dressée contre la tyrannie nobiliaire. Margot sourit tristement. Une héroïne, à 60 ans, quand ma vie est déjà derrière moi. Votre œuvre ne l'est pas, répliqua François avec conviction. La maison Marie-Claire a inspiré la création de refuges similaires dans toute la France. Votre combat pour la dignité des femmes continue à porter ses fruits. C'est alors qu'un événement imprévu bouleversa leur conversation. Un groupe de sans-culottes fit irruption dans la demeure, mené par un homme que Margot reconnut avec stupéfaction. Pierre Castellane. L'ancien mendiant avait manifestement prospéré au cours des 20 dernières années. Vêtu de l'uniforme des gardes nationaux, il portait désormais le titre de « citoyen Castellane, commissaire du peuple pour l'épuration révolutionnaire ». « Citoyenne Rousseau », déclara-t-il d'une voix forte en pénétrant dans le salon. « Nous venons procéder à une perquisition dans votre demeure, sur dénonciation d'activités contre-révolutionnaires. » Margot se dressa, retrouvant instantanément cette prestance qui l'avait toujours caractérisée. « Pierre Castellane, je vous croyais parti loin de Marseille. » L'homme sourit cruellement. J'y suis resté quelques années, citoyenne, mais la Révolution m'a rappelé que j'avais des comptes à régler avec certaines personnes de votre condition sociale. Il fit signe à ces hommes qui commencèrent à fouiller méthodiquement la pièce. Nous avons reçu des informations selon lesquelles vous cacheriez des documents compromettants pour la République, des preuves de votre connivence avec l'aristocratie déchue. François Moreau tenta d'intervenir. « Citoyen, cette femme est une patriote. Elle s'est battue contre la noblesse bien avant la Révolution. Taisez-vous, ci-devant, aboya Castellane. Nous savons qui vous êtes aussi. Fils de magistrat de l'Ancien Régime, vous portez en vous la corruption de vos pères. » C'est alors que l'un des sans-culottes découvrit les documents que François avait apportés. « Citoyen commissaire, regardez ce que j'ai trouvé. » Castellane examina les papiers et son visage s'éclaira d'un sourire mauvais. « Mais voyez-vous cela? Des documents secrets de l'ancienne police royale, des noms de nobles, des preuves de vos relations avec le pouvoir déchu. »« Vous interprétez mal ces documents, » protesta Margot. « Ils prouvent au contraire mes accusations contre l'aristocratie. Ils prouvent surtout que vous étiez dans le secret des puissants, citoyenne, que vous étiez de mèche avec eux. » La situation basculait rapidement vers le cauchemar. Margot réalisait que Pierre Castellane avait attendu 20 ans pour prendre sa revanche, et qu'il utilisait désormais la terreur révolutionnaire pour assouvir sa vengeance personnelle. « Citoyen », déclara solennellement Castellane, « nous sommes en présence d'une espionne de l'Ancien Régime qui a entretenu des relations secrètes avec les ennemis du peuple. Ces documents le prouvent formellement. » François tenta une dernière intervention désespérée. « Citoyen, vous faites erreur. Cette femme... » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. L'un des sans-culottes l'assomma d'un coup de crosse, et il s'effondra, du sang coulant de son crâne. Margot, voyant le jeune homme inconscient à ses pieds, sentit une rage froide l'envahir. Cette rage qu'elle avait éprouvée 20 ans auparavant face à Philippe de Vallerand. Cette même détermination implacable qui l'avait mené au bout de sa vengeance. « Castellane, dit-elle d'une voix glaciale, vous savez parfaitement qui je suis et ce que j'ai fait. Vous étiez là, vous avez vu les preuves des crimes de Vallerand. »« Justement, citoyenne, » ricana l'homme. « Vous étiez trop proche de cette affaire, trop bien informée. Comment une simple cuisinière aurait-elle pu orchestrer un tel piège sans complicité haut placée ? » Il se tourna vers ses hommes. « Arrêtez-la, et lui aussi, dit-il, en désignant François, toujours inconscient. Mais Margot n'était plus la femme de 60 ans fragile qu'elle paraissait.
20 années de lutte pour défendre les femmes battues l'avaient maintenue en forme, et surtout, elles avaient aiguisé son instinct de survie. Quand le premier sans-culotte s'approcha pour lui passer les menottes, elle saisit le lourd chandelier de bronze qui ornait la cheminée et l'abattit de toutes ses forces sur le crâne de l'homme. Le bruit sourd de l'impact résonna sinistrement dans la pièce. « Maudite sorcière !» hurla Castellane en dégainant son sabre. Ce qui suivit fut un combat désespéré, mais d'une violence inouïe. Margot, acculée, se battit comme une lionne, utilisant tout ce qui lui tombait sous la main. Vases, livres, meubles. Sa connaissance parfaite de sa propre demeure lui donnait un avantage tactique et sa détermination était décuplée par le désespoir. Mais elle était seule contre 5 hommes armés. Malgré sa résistance acharnée, elle fut finalement maîtrisée, non sans avoir grièvement blessé 2 de ses agresseurs. « Emmenez-la !» ordonna Castellane, le visage balafré par un éclat de porcelaine. « Cette furie ira rejoindre ses amis aristocrates sur l'échafaud. » Alors qu'on la traînait hors de sa demeure, Margot lança un dernier regard vers François Moreau, qui commençait à reprendre conscience. Dans ses yeux, il put lire un message silencieux. Continuer le combat, révéler la vérité. Le procès de Margot de Montcalm-Rousseau devant le tribunal révolutionnaire de Marseille fut une mascarade. Pierre Castellane, devenu son accusateur principal, présenta une version complètement déformée des événements de 1772, peignant Margot comme une espionne au service de l'aristocratie décadente. Les documents découverts chez elle furent présentés comme des preuves de ses relations coupables avec les ennemis du peuple, et son refus de révéler certains aspects de l'affaire Valéran fut interprété comme une preuve de sa traîtrise. Margot, malgré son âge et sa fatigue, se défendit avec la même énergie qu'elle avait montrée 20 ans auparavant. Elle raconta sa véritable histoire, révéla les crimes de Philippe de Valéran, expliqua sa quête de justice pour sa sœur assassinée. Mais les temps avaient changé. Dans l'atmosphère de paranoïa et de violence de la terreur, ces explications furent perçues comme les mensonges d'une aristocrate déguisée. Le 15 octobre 1792, Margot de Montcalm-Rousseau fut condamnée à mort pour intelligence avec les ennemis de la République et activité contre-révolutionnaire. Le matin de son exécution, sur la place de la mairie de Marseille, transformée en place d'exécution, Margot gravit les marches de l'échafaud avec la même dignité qu'elle avait montrée toute sa vie. La foule massée pour assister au spectacle était en grande partie hostile, chauffée par les discours de Castellane et de ses acolytes. Mais au moment où le bourreau s'apprêtait à accomplir sa sinistre besogne, un événement extraordinaire se produisit. Une voix s'éleva de la foule. « Citoyens, cette femme était notre bienfaitrice. » C'était Jeanne Martel, une ancienne pensionnaire de la maison Marie-Claire, accompagnée d'une dizaine d'autres femmes que Margot avait secourues au fil des années. « Elle nous a sauvés de la violence de nos maris. Elle a consacré sa vie à protéger les femmes du peuple, » cria-t-elle en fendant la foule. D'autres voix se joignirent à la sienne. Bientôt, une partie de la foule commença à douter, à réclamer des explications supplémentaires. Castellane, voyant la situation lui échapper, donna l'ordre au bourreau d'accélérer l'exécution. « Citoyens, ne vous laissez pas tromper par ces complices de l'aristocratie !» Mais il était trop tard. Le doute s'était installé, et la foule marseillaise, toujours prompte à la révolte, commençait à se retourner contre ceux qui avaient organisé ce procès bâclé. François Moreau, qui avait miraculeusement échappé aux poursuites grâce à l'intervention de quelques magistrats intègres, choisit ce moment pour faire une révélation publique. « Citoyens !» cria-t-il en montant sur une caisse improvisée. « Je détiens les preuves que cette femme était une héroïne du peuple. Elle s'est battue contre la corruption nobiliaire 20 ans avant nous tous. » Il brandit les documents de son père et commença à lire à haute voix les noms des aristocrates impliqués dans l'affaire Valéran. L'effet fut électrique. La foule, apprenant que Margot avait dénoncé des crimes impliquant des proches du roi déchu, bascula définitivement en sa faveur. « À bas Castellane !» hurlèrent plusieurs voix. « Il nous a menti, cette femme est innocente !» Pierre Castellane, réalisant que la situation tournait au désastre pour lui, tenta de s'enfuir.
Mais la foule marseillaise, dans un de ces revirements spectaculaires dont elle avait le secret, se saisit de lui et de ses complices. En quelques minutes, les rôles s'étaient inversés. Castellane et ses acolytes furent traînés vers l'échafaud qu'ils avaient dressé pour Margot, tandis que celle-ci était libérée de ses liens par des mains amies. « Justice est rendue », proclama François Moreau. « Les vrais traîtres sont démasqués. » Pierre Castellane, avant d'être exécuté à son tour, eut le temps de lancer à Margot un dernier regard chargé de haine et d'admiration mélangée. Il avait sous-estimé cette femme extraordinaire, comme l'avait fait Philippe de Vallerand 20 ans auparavant. Margot de Montcalm-Rousseau survécut ainsi à la terreur. Mais l'émotion de cette journée dramatique eut raison de sa santé déjà fragile. Elle mourut paisiblement dans son lit 3 mois plus tard, entourée de toutes les femmes qu'elle avait sauvées au cours de sa vie. François Moreau tint sa promesse. Il publia l'histoire complète de l'affaire Vallerand, révélant au grand jour la corruption de l'Ancien Régime et le courage de celles qui s'y étaient opposées bien avant l'heure. Le récit de Margot devint l'un des symboles de la lutte du peuple contre l'oppression aristocratique, et son nom fut gravé dans la mémoire collective marseillaise comme celui d'une pionnière de la justice sociale. La Maison Marie-Claire continua son œuvre bien après la Révolution, inspirant la création d'institutions similaires dans toute l'Europe. L'héritage de Margot de Montcalm-Rousseau dépassa largement les frontières de la Provence pour influencer durablement la cause des droits des femmes. Et dans les archives secrètes de l'État, conservées précieusement par les historiens, le dossier de l'affaire Vallerand reste encore aujourd'hui l'un des témoignages les plus saisissants sur la corruption de l'Ancien Régime et sur le courage de ceux qui ont osé s'y opposer, quels qu'en soient les risques. Car au final, la véritable victoire de Margot ne résida pas dans sa vengeance personnelle contre Philippe de Vallerand, mais dans l'exemple qu'elle laissa aux générations futures, celui d'une femme du peuple qui n'accepta jamais l'injustice, qui se battit jusqu'au bout pour ses convictions et qui prouva que même les plus puissants ne sont jamais au-dessus de la justice quand elle est portée par une détermination inébranlable. Sa tombe dans le petit cimetière de Saint-Victor à Marseille porte cette épitaphe simple mais éloquente. Margot de Montcalm-Rousseau, 1732-1793, elle n'a jamais courbé l'échine. Et chaque année, le 14 juillet, des femmes de toute la Provence viennent y déposer des fleurs, perpétuant ainsi le souvenir de celle qui, une nuit d'été de 1772, eut le courage de dire non à l'inacceptable et d'en payer le prix jusqu'au bout. Marseille, de nos jours. Dans les archives municipales de Marseille, un historien moderne qui découvrirait ce dossier comprendrait que l'affaire Vallerand fut bien plus qu'un simple fait divers criminel. Elle illustre parfaitement les tensions sociales qui minaient l'Ancien Régime, l'impunité dont jouissait l'aristocratie et les germes de révolte qui conduisirent à la Révolution française. L'histoire de Margot de Montcalm-Rousseau résonne encore aujourd'hui, comme un témoignage puissant sur la capacité des individus ordinaires à changer le cours de l'histoire quand ils refusent d'accepter l'injustice. Car c'est bien cela, l'héritage ultime de cette femme extraordinaire, avoir prouvé qu'une simple cuisinière, armée seulement de sa détermination et de sa soif de justice, pouvait faire trembler les fondements d'un système en apparence inébranlable. Et si Philippe de Vallerand croyait pouvoir briser l'âme de Margot Dubois ce soir de juillet 1772, c'est finalement lui et tout ce qu'il représentait qui furent brisés par la force tranquille de cette femme du peuple, qui n'acceptait pas que l'horreur reste impunie. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar.